Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire pleure ses fils. Sidi Diallo, décédé le 21 novembre dernier, et l'ex-ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire, Sidiki Diakité, arraché à l'affection des siens le vendredi 23 octobre. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, solidaire des familles endeuillées, a pris part aux cérémonies de 7e jour et des 40e jour. Les travaux du pont devant relier la commune du Plateau à celle de Cocody reprennent après 2 mois d'interruption due à la pandémie de Covid-19. La vie a repris sur les différents chantiers. Les employés sont à la tâche. Ils travaillent dans le strict respect des mesures pour lutter contre le coronavirus et le VIH-Sida. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, lance la caravane eau potable pour tous à Songon. Les travaux de renforcement à l'alimentation en eau potable démarrent ainsi dans plusieurs villages de 7 sous-préfectures. Coût du projet, environ 7 millions de francs CFA. Il est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. Au Nigeria, les populations sont sous le choc. Au moins 43 fermiers ont été tués par Boko Haram. Ces faits tragiques se sont déroulés hier samedi dans le nord-est du pays, alors que les habitants se rendaient aux urnes pour élire leurs représentants et conseillers locaux. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La nation ivoirienne continue de pleurer ses fils. Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le samedi 21 novembre dernier, et l'ex-ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire, Sidiki Diakité, arraché à l'affection des siens le vendredi 23 octobre 2020. Ce dimanche, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pris part aux cérémonies de 7e jour du décès du président de la FIF et de 40e jour du ministre Sidiki Diakité. Mama Traoré pour le reportage. En sa qualité de ministre de l'Intérieur, puis ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire, Sidiki Diakité prenait régulièrement part aux cérémonies officielles organisées à la Grande Mosquée de la Riviera Golfe. Pourtant, celle de ce dimanche 29 novembre lui était dédiée. C'est ici que sa famille biologique a convié les membres du gouvernement, ses amis, collègues et proches pour la célébration du 40e jour de son décès. Lecture intégrale du Saint-Coran, dons à la famille et offrandes ont marqué ce énième moment d'intercession en faveur de l'ex-préfet d'Abidjan. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est venu renouveler le réconfort et la compassion du chef de l'État à la famille éplorée, à ses côtés des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. La famille me charge de présenter notre remerciement au président de la République, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, qui a honoré la famille depuis la nomination de Sidiki Diakité jusqu'à son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Premier ministre s'est également rendu à la résidence du président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, disparu le 21 novembre dernier. Cette fois pour assister à la commémoration du 7e jour du rappel à Dieu d'Augustin Sidi Diallo, un autre moment de recueillement nourri par des prières et des bénédictions en faveur du défunt. Il y a des anges qui interrogent le défunt pendant 3 jours, souvent 7 jours, souvent 40 jours. Donc on ne sait pas la personne qui est décédée. Cette personne-là, son interrogation se limite à combien de jours. Donc, souvent aussi, on décide, on fait des prières jusqu'au 40e jour. C'est uniquement pour le repos de l'âme du défunt. À ses proches et amis, Sidi Diallo laisse de bons souvenirs. Je retiens de lui l'homme humble et qui aimait tous les Ivoiriens, sans distinction d'ethnie, de religion et de parti surtout. Ce que je reconnais, c'est que c'était un homme de devoir. Et c'était un homme simple, parce qu'on pense que, est-ce qu'il savait que ça allait arriver, je ne sais pas. Mais il a demandé pardon à tout le monde. Le plus beau hommage qu'on peut lui faire, c'est continuer le travail. Bien sûr, je ne suis que de passage, mais dans mon passage, dans mon œuvre que je vais faire ici en Côte d'Ivoire, essayer de l'honorer du mieux possible et continuer son travail le plus longtemps possible. Donc c'est un frère. C'est un homme qui est bon. C'est tout ce que je peux dire de lui. C'est un homme qui est bon, comme sa famille. Et c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire, c'est une grosse perte pour la famille, c'est une grosse perte pour le milieu sportif. En 9 ans de présidence de la FIF, Augustin Sidi Diallo a glané 2 sacres majeurs, la Coupe d'Afrique des Nations des cadets en 2013
et celle des seniors en 2015. La Côte d'Ivoire se remet difficilement de la disparition de ses fils dans le deuil, mais avec courage, la nation continue sa marche vers son développement. Le gouvernement, justement, mène des actions pour le bien-être des populations. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, vient de lancer la caravane eau potable pour tous à Songon. Les travaux de renforcement à l'alimentation en eau potable démarrent ainsi dans plusieurs villages de cette sous-préfecture, comme nous le rapporte Michel Mambo. À 1h du matin, l'eau vient. On ferme la porte et puis on remplit. À 2h, moi et ma voisine, et on rentre. Des fois, quand on sort la nuit, ça ne vient pas. Des fois aussi, l'eau vient, ça fait une semaine, ça ne vient pas. Des fois 2 jours, des fois 3 jours. Donc, on gagne l'occasion, 1h du matin, ou bien minuit, on va remplir tous nos trucs. Maintenant, le lendemain matin, ça se coupe. Bientôt fini. Les nuits blanches pour cette habitante de Kosiouin dans la sous-préfecture de Songon. Plus que 6 mois d'attente et son robinet sera approvisionné. Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable viennent d'être lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. L'opération, qui va engloutir près de 7 millions de francs CFA, devra contribuer à améliorer le quotidien des populations de Kosiouin, mais également de 4 autres villages de Songon Nord. Les villages de Songon Sud ne seront pas oubliés. En zone urbaine, il n'existe même pas de marigots. À l'intérieur du pays, quand il n'y a pas de l'eau, il y a les marigots, il y a les puits. Le président nous a instruit de pouvoir, comme on le fait dans les autres localités, de prendre les dispositions pour que ces problèmes-là soient adressés. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous avons voulu faire d'une pierre 2 coups en faisant Kosiouin, c'est, disons, Songon Nord. Et nous avons fait cet après-midi Songon Sud. Avec ces 2 projets, nous résorbons le déficit jusqu'en 2032. La nouvelle est bonne et elle n'a été possible que grâce au climat de paix qui prévaut dans la localité. Aux côtés donc du ministre Laurent Tchagba, un autre fils de la région, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, qui insiste, lui, sur la nécessité de maintenir ce climat. La paix est la denrée qui alimente le développement. La politique telle que réalisée par le président Alassane Ouattara, c'est pour apporter le développement aux populations. Est-ce que vous imaginez les grandes potentialités dont regorge la Côte d'Ivoire? Nous-mêmes qui sommes ivoiriens, nous ne voyons pas. Les autres investisseurs qui viennent et qui ont contact avec les réalités de la Côte d'Ivoire nous disent: vous avez un grand et beau pays. Est-ce que nous pouvons finalement en prendre conscience? L'eau pour tous, bientôt une réalité dans tous les villages de la sous-préfecture de Songon. Et sur la route de l'eau, également, plusieurs infrastructures sont en chantier dans la localité. Vous le savez, sans doute, le coronavirus a été la cause de l'arrêt des chantiers du projet d'aménagement de la baie de Cocody. On peut citer notamment l'interruption des travaux du pont devant relier la commune du Plateau à celle de Cocody. Mais cette période d'inactivité pour les ouvriers relève désormais du passé. La vie a repris sur le site. Depuis environ 2 mois, les employés sont à la tâche. Ils travaillent dans le strict respect des mesures pour lutter contre le coronavirus et le VIH-Sida. C'est Chkouléa. Les travailleurs du pont de Cocody retrouvent le sourire. Après 6 mois de chômage, du fait de la pandémie du coronavirus, les activités reprennent de plus belle. Face à la réalité de la Covid-19, ouvriers, spécialistes et responsables du chantier sont soumis à des mesures strictes. Avant d'accéder au chantier, on vous fait passer un test de Covid. Et après le résultat, si vous ne faites pas la maladie, vous reprenez le boulot. Vous êtes logé, vous n'avez pas droit à sortir du chantier. 3 mois, vous travaillez et c'est après 3 mois que vous pouvez sortir. Vous allez un temps soit peu voir la famille et quand vous revenez, vous refaites le test de Covid-19 et vous passez en quarantaine. Après le résultat, vous commencez le boulot. Après une longue période d'inactivité, il est question de rattraper le retard. Depuis 2 mois, les ouvriers sont à la tâche. Pour le pont de Cocody, on est actuellement autour de 20% d'exécution.
on peut dire surtout, est due principalement à la survenue de la pandémie, de la Covid, qui a vraiment impacté nos travaux. Et actuellement, les mesures sont prises pour qu'on puisse résorber ce retard. On a aussi l'aménagement du carrefour de l'Indénié. Là-bas, on a autour de 35% d'exécution. Et on a aussi un petit retard, mais c'est plus facile à résorber qu'au niveau du pont de Cocody. Au terme du projet, on aura une baie qui va être transformée, parce qu'on va faire des restaurants, on va faire des hôtels, on va faire des résidences, pour que les gens puissent vivre normalement dans cette baie-là, comme cela se passe ailleurs. La Covid-19, tout comme le VIH-Sida, peuvent avoir un impact négatif sur le rendement du personnel. C'est pourquoi les responsables du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié prennent en compte dans la gestion des hommes un volet sensibilisation, axé sur ces deux pandémies. Il est important de sensibiliser le personnel à la fois chinois et à la fois local sur les risques liés à ces deux pandémies et donc principalement de protéger les ouvriers et de bien les sensibiliser aux mesures de protection. Tests de dépistage au VIH-Sida, conseils pratiques et utiles ont meublé cette rencontre. Voilà, comme on le voit, on ne baisse pas du tout la garde. La lutte s'intensifie contre le coronavirus pour vaincre ce virus mortel. Le coronavirus sévit encore. Ce dimanche 29 novembre, on dénombre 49 cas confirmés sur 1518 échantillons prélevés, 35 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 232 cas actifs. Attention donc, restons vigilants, continuons de respecter les gestes barrières pour préserver notre santé et celle des autres. En cette pandémie, on continue de tisser la chaîne de solidarité en donnant notamment de notre sang pour sauver des vies. Le Centre national de transfusion sanguine a des besoins. La situation au CNTS a été évoquée dans le Dimanche Magazine au journal de 13h présenté par Herman Divé. Il a reçu M. Yassongui Mamadou Sekongo, responsable formation et recherche au CNTS. Voyons juste un extrait de leurs échanges pour nous faire une idée. Les demandes en poche de sang sont constamment en hausse en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pathologies aujourd'hui pour lesquelles la transfusion sanguine est nécessaire. La situation du don de sang en Côte d'Ivoire est superposable à la situation du don de sang dans l'ensemble des pays de la planète. Selon les statistiques de l'OMS, pour qu'un pays soit autosuffisant en produits sanguins, il faudrait que la population, il y ait ces statistiques, c'est 10 poches de sang pour 1000 habitants, soit 1% de la population. En Côte d'Ivoire, nous sommes 26 millions d'habitants. Quand vous rapportez les 1%, ça vous fait 260 000 produits sanguins. La Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine, prélève aujourd'hui que 159 000 poches. Vous voyez que nous sommes à peine à 65%. Nous avons un gap de 35% encore à combler pour être autosuffisant en produits sanguins. Déjà, le Centre national de transfusion sanguine dispose de 27 structures à travers le pays. Nous avons déjà des sites fixes qui reçoivent au quotidien des donneurs qui viennent donner ce liquide précieux. L'arrêté 196, en son article 2, fait obligation à tous les hôpitaux de disposer à leur sein d'un dépôt de sang. Si un médecin remet un bon de sang à un parent du malade, poliment, il explique au parent du malade, attention monsieur, on nous a dit qu'il existe une disposition légale qui dit que vous avez obligation de contacter le dépôt de l'hôpital et c'est le dépôt de l'hôpital qui doit vous faire parvenir le sang. Ce n'est même pas le parent du malade qui transporte la poche. Parce que le test n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé, le test est clair et c'est précisé, sauf cas de force majeure, situation d'urgence. Soyons solidaires, donnons de notre sang pour sauver des vies. Dans le domaine agricole, la campagne de récolte et de commercialisation du coton 2020-2021 est lancée pour cette saison. Le kilogramme du coton, graines bien séchées et triées, se négocie à 300 francs CFA, un prix rémunérateur sur lequel se prononcent les producteurs. Soro Corona. Champ de cotonnier de Naoka, département de Kourougou. Nous sommes en pleine période de récolte du coton, une étape qui annonce la campagne cotonnière au titre de l'année 2020-2021. Bon, souvent, 2 fois. Si tu as commencé vite, c'est 3 fois. En principe, à Côte de riz, on fait ça 2 fois. Tu dois savoir par journée
combien de kilos tu peux enlever. On est obligé de peser. Par jour, tu peux enlever 75 kilos. Actuellement, le coton est un peu sec. Pour cette campagne, le kilogramme du coton graine bien séché et trié est fixé à 300 francs CFA par le gouvernement. Un prix rémunérateur bien accueilli par les producteurs. Parce que je suis content. Je vois que si c'est 300 francs de travail au champ, on peut gagner un peu. Je remercie le président Alassane Ouattara. Ces 3 dernières années, les cotonculteurs disent tirer de gros bénéfices du prix fixé. L'année passée, quand j'ai vendu coton, j'ai payé moto, j'ai même payé des bœufs avec les matériels. Bon, en tout cas, vraiment, je crois que ça, c'est une joie aussi. Le prix du coton nous donne l'envie de travailler. On arrive à couvrir toutes nos dépenses et avoir de gros bénéfices pour réaliser des projets. Si la Côte d'Ivoire enregistre un bon quantitatif, ce n'est pas le cas pour la qualité de l'or blanc. Pour relever ces défis, un accent particulier est mis sur la qualité du coton. Moi, là, avec la saleté, moi, je n'aime pas. Voilà, mais il y a des gens, quand ils récoltent, bon, ils mettent tout dedans. Alors, c'est pas bon. Quand ça arrive au marché, là, souvent, on dit que le coton est sale. Comme recommandation, nous demandons aux producteurs vraiment de s'appliquer pour la qualité, de respecter l'itinéraire technique afin que le label Ivoire soit mieux vu sur le plan international. De ne pas laisser le coton durer sur les plants avant de l'enlever et aussi de le stocker dans de bonnes conditions, d'utiliser des bâches en bon état afin que la qualité soit préservée. Les acteurs de la filière coton saluent l'engagement personnel du président de la République, Alassane Ouattara, engagement traduit par un appui financier conséquent. On voudrait adresser nos mots de remerciement au président de la République pour la subvention faite aux producteurs du coton. L'année dernière, la subvention était à hauteur de 2 milliards et cette année, nous sommes un peu plus de 30 milliards. Et donc, c'est un soulagement pour nos parents producteurs. La récolte du coton s'étend de novembre à février. La production cotonnière 2019-2020 a dépassé les 460 000 tonnes pour plus de 121 milliards de francs CFA distribués aux producteurs. Cette année, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton graine. Et on note que cette campagne se déroule dans une ambiance paisible. La paix, justement, est le socle du développement. Ce message est bien relayé par le ministre Mamadou Touré à Bédiala, dans le département de Daloa, où il était en visite. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes y était ce week-end. Il a invité les populations au vivre ensemble. Michel Mambo. Mamadou Touré, aux côtés des populations de Bédiala, dans le département de Daloa. Le calme est revenu dans la localité. Bédiala avait enregistré des violences préélectorales en octobre dernier. Des violences ayant occasionné plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, fils de la région, est sur place donc pour exprimer aux victimes la compassion du gouvernement et du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous savez, on est dans une zone qui est cosmopolite. On aurait pu avoir une crise sans précédent. Heureusement que, donc, de l'initiative des autorités au niveau préfectoral, des chefs traditionnels, des élus et même des jeunes, ces incidents ont été circonscrits et il n'y a pas eu donc, de dégâts majeurs. Mais il fallait quand même apporter ce message de paix et de consolidation de la cohésion sociale ici à Bédiala. Une rencontre donc pour aplanir les sentiers et parler développement. De grands chantiers sont annoncés. Et je suis venu aussi pour les rassurer, pour leur dire que le président va continuer. Ce qui a été fait en 10 ans va se poursuivre. D'ailleurs, nous avons une maternité de près de 80 millions qui est en cours de construction, une école de 3 classes à 45 millions qui est en cours de construction, un château d'eau qui sera bientôt construit, donc des financements pour des jeunes. Plus de 300 jeunes vont bénéficier de financements et de programmes divers, notamment les TIMO, pour leur dire que la dynamique donc, du président de la République en faveur des populations va se poursuivre ici à Bédiala. En attendant la réalisation de ces projets, visite guidée sur 2 chantiers dans le cadre de la réalisation de projets à impact rapide sur les populations, notamment une maternité à Befla et 3 salles de classe à Coinsra-Ruta. La fin des travaux est prévue pour fin décembre prochain, au grand bonheur des populations. Et la paix, le développement font bon ménage. On prône la paix du côté de Sakassou aussi. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, était sur le terrain. L'émissaire du gouvernement a engagé les différentes communautés du département à la cohésion sociale pour le développement de la région. Yeneba Ouattara pour le reportage. Ce geste pour sceller définitivement la paix et la réconciliation à Sakassou, localité située à une quarantaine de kilomètres de Bouaké.
C'est dans le cadre de la rencontre de sensibilisation qu'a initié le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, avec les différentes couches sociales de la localité. Au cœur de ces échanges, la promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale. L'émissaire du gouvernement avait à ses côtés pour l'occasion les cadres de la région et le corps préfectoral. Sidi Touré a exhorté les populations au vivre ensemble pour le développement de Sakasso. Nous sommes venus avec le corps préfectoral et monsieur le préfet du département échanger avec les populations, les entendre, mais surtout les sensibiliser sur la nécessité du vivre ensemble. Et ce message portait sur l'essence de ce qui constitue même les interactions intercommunautaires ici à Sakasso. Un engagement a été pris pour préserver ce vivre ensemble qui a toujours caractérisé Sakasso, de sorte à ce que, bien sûr, pour les prochaines décennies, nous ne voyons pas la réédition de telles flambées de violence. Une rencontre enrichissante pour les populations des 172 villages du Walebo qui s'engagent à être des vecteurs de paix en vue d'un environnement apaisé. La jeunesse est notre avenir, c'est l'avenir du pays. Ceux qui suivent les politiciens sont ceux-là qui dorment. Donc il est temps pour eux de se réveiller. On va continuer à la suite du ministre, sensibiliser les jeunes, les autres chefs de village, et je pense qu'à la longue, le message va porter. J'ai foi à la paix, plus qu'à la violence. Le département de Sakasso a enregistré lors des violences de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier 89 blessés et des dégâts matériels. Nous avons foi en la paix. Dans ce contexte de paix, je vous invite maintenant à faire une incursion au parc national de la Marawe. C'est le 3e parc national de notre pays en termes d'importance derrière les parcs nationaux du Taï et de la Comoé. Cette aire située dans la localité de Boisflé, région de la Marawe, a perdu 70% de sa superficie. Ce parc souffre de son infiltration. Et bien pour le sauver, l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, a engagé une chasse aux infiltrés. C'est un dossier signé Genatoubé. Le parc national de la Marawe vu du ciel, ô merveille, un vaste espace verdoyant qui invite à sa découverte, riche de sa faune et de sa flore, mais souffrant dans le silence. En cause, l'infiltration des hommes et leurs actions dévastatrices, braconniers, planteurs de café et de cacao et vendeurs de parcelles, qui ont fini par coloniser une grande partie de sa superficie. En 1952, nos parents sont là-bas. Ils sont allés voir le président au Faux-Moyen. C'est là qu'il a envoyé le ministre Vincent P. Lecru. Le 6 décembre 1988, il est venu délimiter, mais le TEC, mais le panneau, mais le pont. Nous aussi, on n'a même pas dépassé ça. Maintenant, le OIP dit, nous, actuellement, nous, les Garango, on est dans le parc. On est venu et on a payé la terre les gourous de l'Upafla depuis les années 1951. Depuis en 1958, les parents étaient là. On fait le café cacao. Côté Bonon que nous avons pris là, nous pouvons atteindre au moins 10 000 planteurs qui sont dans le parc. Le parc national de la Marawe est une zone de transition qui couvre une superficie de 101 000 hectares. Une zone à cheval sur la savane et la forêt. En 1968, cette partie du couvert végétal de la région de la Marawe est classée aire protégée par l'État de Côte d'Ivoire et aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Les populations vivant ou menant leurs activités à l'intérieur du parc ont été sommées d'en sortir. Les planteurs notamment qui y cultivent le café et le cacao et à l'origine de la création de gros campements dans lesquels on peut trouver tout ce que propose la ville en termes de biens et de services. Le temps passe. Le parc de la Marawe connaît des phases successives de recolonisation qui atteignent leur pic à la faveur de la crise post-électorale. Le parc national de la Marawe, c'était l'un des parcs les mieux conservés en Côte d'Ivoire et qui recevait d'énormes visiteurs avant l'avènement de la crise post-électorale. Aujourd'hui, le parc a une phase de restauration. Campement de Yobekro, à une dizaine de kilomètres de la ville de Bonon. Les populations reçoivent la visite du commandant du parc, accompagné d'éléments en mission de patrouille. Ici, comme dans tous les campements et villages riverains dont les populations mènent des activités champêtres dans les limites du parc,
On plaide pour que l'Office des parcs et réserves OIPR retarde sa décision de déguerpissement. Le souhait de la population est que les zones agroforestières mises en valeur avant 1968, donc antérieures à la date de création du parc national de la Marawe, leur soient rétrocédées. Ces zones représentent 10% du parc, soit 10 100 hectares. Le décret de création du parc définit les limites qui n'ont jamais été modifiées jusqu'à présent. Ce sont les populations infiltrées et puis les populations riveraines qui plantent des tecs et se disent que la limite se trouve au niveau des tecs. Les limites n'ont jamais été modifiées jusqu'à présent. Sur le terrain, l'OIPR multiplie les opérations de sensibilisation assorties de patrouilles quotidiennes. Si les agents mettent du cœur à l'ouvrage, il n'y a que les moyens d'action dont ils disposent sont tellement faibles que les prédateurs du parc, impétueux et dangereux à souhait, n'arrêtent pas de les narguer. Nous avons aperçu une piste qui était empruntée par des braconniers. Je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Aussitôt, il a ouvert le feu. J'ai reçu 14 plombs au niveau de l'épaule droite et au niveau de la rétine, 3 plombs. J'ai fait plus de 3 mois au CHU de Trècheville où il y a eu une opération. Quoique exposés aux dangers permanents et travaillant dans des conditions difficiles, les défenseurs du parc national de la Marawe ont réussi à réduire de 30% le taux d'occupation de cette aire protégée. Les opérations de déguerpissement ont été menées dans la zone forestière où l'on trouve de grandes plantations de café, de cacao et de VA. Ce qu'ils disent tous, nous ne savons pas où aller. Et c'est ici que nous pouvons entreprendre quelque chose pour nourrir nos différentes familles. Et ce qui n'est pas juste. Ils savent qu'ils doivent partir. Avec la planification de nos activités, au plus tard le 31 décembre 2020, il ne devait plus y avoir de campement à l'intérieur du parc. La production du cacao au niveau du parc national de la Marawe ne représente pas grand-chose dans la production nationale. Nous demandons aussi aux autorités politiques de nous aider à sensibiliser ces populations. Il y a encore des campements qui font de la résistance, malgré les approches pédagogiques des responsables de l'OIPR en charge du parc de la Marawe. L'enjeu, c'est d'amener les populations de ces campements murées dans l'illusion d'un déclassement d'une partie de cette aire protégée à en sortir sans heurts. Avec les propriétaires terriens et la mairie de Bono, nous avons identifié des sites pour accueillir ces populations-là qui vont sortir, pour qu'elles puissent bénéficier des infrastructures de l'État, notamment l'école, des centres de santé, parce que là où ils sont, ce sont des éléments qui n'existent pas. 70% du parc national de la Marawe encore infiltré. Alors, face aux alarmes de ce parc, l'Office ivoirien des parcs et réserves poursuit son programme de réhabilitation et œuvre surtout pour que plus d'une seule fève de cacao ne sorte de nos aires protégées, au nom de l'engagement de la Côte d'Ivoire à produire un cacao de qualité et à la traçabilité irréprochable. Voilà, Parc national de la Marawe, la chasse aux infiltrés, c'était un dossier réalisé par Eugène Atoubé. À l'étranger, au Nigeria, les populations sont sous le choc. Au moins 43 fermiers ont été tués par le groupe terroriste Boko Haram. Ces faits tragiques se sont déroulés hier samedi dans le nord-est du pays, alors que les habitants se rendaient aux urnes pour élire leurs représentants et conseillers locaux. Ce drame est donc venu entacher le premier scrutin depuis 13 ans dans cette région secouée par une insurrection djihadiste qui a fait des milliers de morts et 2 millions de déplacés depuis 2019. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale vous sera proposé dimanche prochain et on fera le résumé de l'actualité internationale de la semaine prochaine. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Koné Abdoulaye. Continuons de semer les graines de la paix en Côte d'Ivoire, notre beau pays. Sans jamais relâcher, prenez soin de vous.